Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur 10 raisons pour sortir de l'Europe, Frexit immédiatement, partie 1. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est vital pour notre économie, notre santé et notre bien-être de sortir de cette Europe technocratique, orientée uniquement sur l'ultracapitalisme à outrance. Ensemble, nous allons comprendre le piège colossal des intérêts privés, des puissances d'argent et comprendre aussi que le peuple n'a absolument aucun pouvoir dans cette dictature des lobbies. La démocratie n'existe plus du tout depuis que l'Union européenne fut créée. Ceux qui parlent encore de démocratie à notre époque ne sont que des menteurs. Je suis obligé de traiter ce sujet en deux parties car le sujet est trop important. Prenez vraiment le temps d'écouter, j'ai essayé de simplifier tout l'ensemble pour que le sujet soit plus clair. Je vous invite aussi à partager massivement cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour que l'info circule. Je me suis encore fait effacer 2 nouvelles vidéos sur la chloroquine hier. J'ai contacté YouTube pour connaître la raison et pour l'instant, je sais pas. Allez, on commence tout de suite pour connaître les raisons pour lesquelles sortir de l'Europe. Raison numéro 1, reprendre le pouvoir par le vote et rétablir la démocratie. Le taux d'abstention des votes blancs est nul, a progressé de manière vertigineuse aux élections du Parlement européen. Nous sommes passés de 42,5% en 1979 à 64% en 2019 et même à 75% en prenant en compte les personnes qui ne sont pas inscrites sur les registres. Donc au final, nous n'avons que 25% des gens en âge de voter qui ont participé aux élections de l'année dernière. Nous avons donc un réel problème de démocratie et de confiance dans cette Europe technocratique pour susciter aussi peu d'intérêt. Et ça se comprend aussi par le pourcentage de députés français qui ne cesse de diminuer au Parlement européen, passant de 19,8% en 1979 à 11,2% seulement en 2019. On comprend très bien que les décisions prises à Bruxelles ne correspondent plus aux besoins de la France, mais à la décision d'un ensemble de 27 pays qui sont totalement différents, n'ont pas la même économie, les mêmes industries, les mêmes cultures, les mêmes conditions de travail. Donc au final, c'est comme mettre des chiens et des chats dans une cage. Au final, c'est l'Allemagne qui arbitre et impose ses lois. Donc le destin de notre pays est entre les mains de personnes qui essaient de faire disparaître les différences, les luttes ouvrières, les acquis sociaux de chacun de nos pays pour les uniformiser sur le modèle allemand. Donc à la question pourquoi les électeurs se détournent des urnes, la réponse est toute simple. Parce que les Français n'ont plus le sentiment que leur vote serve à quelque chose. Qu'on vote à droite, au centre ou à gauche, nous avons toujours la même politique européenne qu'ils nous imposent et que nous détestons. Et pour ceux qui croient encore que le président français a des pouvoirs, dans l'article 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est clairement indiqué que l'Union dispose d'une compétence exclusive et que les États sont obligés d'appliquer les directives européennes. Le rôle des députés français, en fait, est de simplement voter la transposition des lois en droit interne. La Commission européenne, dont les technocrates que personne n'a élus, ont le monopole des propositions dans les domaines suivants. L'union douanière, donc en gros la gestion des échanges réglementaires ou tarifaires, la protection douanière et les délocalisations, bien sûr. La mise en concurrence, la privatisation et le démantèlement des services publics, comme par exemple la Poste, l'EDF ou GDF. La politique monétaire de l'euro, en gros, elle gère sa valeur qui est rapprochée de la valeur du mark allemand, qui leur va très bien mais est beaucoup trop haut pour beaucoup de pays. Et c'est pour ça que nous assistons à une désindustrialisation massive de la France. La politique commerciale commune. En gros, la France n'a plus aucun mot à dire sur sa politique commerciale. La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. L'Union européenne possède également une compétence partagée sur plusieurs domaines, mais en fait les pays n'ont absolument rien à dire sur ces sujets. Le marché intérieur, la politique sociale, l'agriculture, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, l'énergie, les questions de liberté publique, la sécurité, la justice, l'immigration, la santé publique. Donc comme on peut voir, c'est ces technocrates de Bruxelles que nous n'avons jamais élus qui dirigent toutes nos vies. Alors certains diront, oui mais les lois doivent être votées par les eurodéputés. Oui c'est vrai, mais toutes les lois proposées ne le sont que par des technocrates. C'est genre t'as le choix entre le glyphosate pour 5 ans ou pour 20 ans. On accepte les OGM dans quelques secteurs ou alors dans tous les secteurs. Les lois proposées sont bien évidemment orientées sous la présence permanente des lobbies à Bruxelles. Un exemple parmi tant d'autres de la dictature européenne, l'Europe avait poussé tous les pays à l'austérité et le Portugal fut obligé de demander de l'aide en avril 2011. La réponse de l'Europe fut très claire, les Portugais devront élire une nouvelle majorité le 5 juin 2011, mais ils n'auront pas le choix du programme de droite ou de gauche. Le vainqueur devra imposer l'austérité jusqu'en 2014 au moins. 3 semaines plus tôt, chaque grande partie s'y était engagée individuellement auprès de l'Union européenne et du FMI. Donc en gros, se déplacer aux élections ne servait strictement à rien. L'Europe allait prendre le contrôle total du pays et mettre le Portugal au régime sec.
très sec. En gros, ils ont privatisé tous les secteurs publics pour les offrir aux riches. Et ils ont assoupli, selon leurs mots, le marché du travail. En gros, travailler plus pour gagner moins avec destruction de tous les acquis sociaux. La raison numéro 2, il faut casser la spirale de l'endettement public. La loi numéro 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, imposée par Pompidou, est parfois appelée loi Rothschild, car Pompidou, avant d'être président, travaillait chez les Rothschild, comme par hasard. L'article 25 de cette loi interdit bonnement et simplement au trésor public d'emprunter directement à la Banque de France, à un taux d'intérêt nul comme auparavant, alors qu'auparavant il n'y avait aucun problème. Ce texte condamne en effet la France à se tourner vers des banques privées et à payer d'un seul coup des intérêts énormes, alors qu'avant cette loi on ne payait rien. C'est marrant comment les pourris imposent des lois sans aucune logique, clairement orientées vers des intérêts privés, par des intérêts privés, au déficit de l'intérêt public, donc du peuple. Ceci est la plus grosse arnaque du siècle, celle qui met à terre tous les pays. Nos dettes viennent principalement de ce vol massif organisé. Nos impôts sur le revenu chaque année ne servent qu'à rembourser les intérêts de ces banques pour juste des sommes virtuellement créées pour les pays. Et nous, par contre, en échange de cet argent virtuel, nous remboursons de l'argent réel, celui qui vient du fruit de notre travail, de la richesse que nous avons créée. Nous devons reprendre le pouvoir vraiment, on se fait dévaliser massivement par des criminels professionnels en bande organisée. Nous survivons alors que nous créons suffisamment de richesses pour être un peuple heureux. Pompidou a volontairement privé l'État du droit régalien de créer sa monnaie et a transféré ce droit aux banques privées sans aucune raison logique. Le seul intérêt était d'enrichir massivement les banques privées aux dépens du peuple. L'Europe a bien entendu confirmé et imposé cette obligation à tous les pays d'Europe avec l'article 123 du TFUE. La raison numéro 3, nous devons relancer l'agriculture française. Le nombre d'agriculteurs français n'a cessé de décroître depuis 1960. Nous sommes passés de 3 millions de paysans qui nous fournissent notre nourriture de tous les jours à 412 000 en 2020. Alors même s'il semble normal que le nombre de paysans diminue avec l'arrivée de la technologie, par exemple, et des machines toujours plus puissantes, ce nombre de paysans est quand même en train de chuter avec une baisse de 14% en 10 ans. Et là, on ne peut pas dire que ce soit la technologie qui en soit la raison. La France a toujours été une grande puissance agricole et cela fait partie de notre identité nationale. Le seul problème, bien évidemment, fut la politique agricole commune européenne, qui s'est soldée par un bilan catastrophique depuis 30 ans. Le revenu net par agriculteur non salarié a augmenté de 43%, alors que le revenu par Français a augmenté de 70%. 40% des paysans français ont un revenu inférieur au SMIC. Le prix des produits agricoles français ont baissé de 60%, payés aux agriculteurs en monnaie constante. Ils ont été divisés par 2,5. Cette baisse des prix réels agricoles a entraîné une baisse du revenu à l'hectare, qui a elle-même poussé à la course au rendement et à l'agrandissement. Et enfin, une utilisation faramineuse de l'utilisation des engrais et des pesticides. Les grandes centrales de distribution imposent aux producteurs des prix alignés sur les prix mondiaux, car l'Union européenne met en concurrence les pays de l'Europe avec ceux du monde entier. C'est comme tout le monde l'aura compris, une vision ultra-libérale pour engraisser les intermédiaires. On fait venir du blé des quatre coins du monde alors que nous en produisons chez nous. On nous dit que c'est parce qu'il est moins cher, et c'est vrai. Mais évidemment, il est moins cher, mais il n'est pas produit dans les mêmes conditions, avec les mêmes conditions salariales, peut-être avec des OGM, avec des pesticides interdits en Europe, et surtout transportés par des énormes intermédiaires cotés en bourse. Alors on crée l'effondrement de nos agriculteurs français en mettant les prix juste un peu plus bas que les paysans français ne peuvent pas rejoindre. C'est bien sûr pour accélérer leur disparition et laisser le monopole aux intermédiaires d'import-export comme Bolloré par exemple. Notre alimentation dépendra bientôt uniquement des pays étrangers. La PAC est juste devenue un instrument au bénéfice quasiment exclusif des groupes financiers qui contrôlent l'agroalimentaire et la distribution au détriment de nos paysans. Un exemple démontrant l'injustice de l'Europe, la filière fruits et légumes nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Les producteurs français sont tenus de rémunérer au SMIC leurs ouvriers saisonniers, environ 9 à 10 euros de l'heure, alors que par exemple le SMIC n'existe pas en Allemagne qui paye les mêmes ouvriers saisonniers 5 euros de l'heure, soit 2 fois moins. De ce fait, l'agriculture française est sur le déclin et est dépassée maintenant par l'Allemagne, ce qui aurait été inimaginable 10 ans auparavant. Raison numéro 4, nous devons réindustrialiser la France et sauver nos emplois. Le TFUE, qui est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a prévu un article 63 sur les capitaux et les paiements. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Alors dans les pays tiers, nous avons par exemple la Chine, et donc cet article donne le droit à une entreprise
européenne de délocaliser toute son entreprise en Chine, par exemple. Mais ce n'est pas fini. Le deuxième alinéa de cet article dit « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. » Alors en décryptant, c'est une autoroute pour les entreprises d'expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire et enfin de pouvoir rapatrier les bénéfices sans aucun problème. En fait, l'Union européenne nous fait croire qu'elle sert à nous protéger de la Chine alors que c'est tout à fait le contraire. La concurrence chinoise fut créée de toutes pièces par l'Europe pour que les multinationales fassent des profits encore plus énormes. Notre pays, avec ses lois, perd toute son industrie. Par exemple, l'armée française ne peut plus produire ses propres uniformes pour ses propres soldats. Tous nos uniformes sont fabriqués au Maroc. Alors j'ai rien du tout contre les Marocains à qui je passe un grand bonjour. Mais la question qui se pose est, quel est l'intérêt pour la France de faire ça? Alors je peux répondre simplement en un mot. Aucun. Ceci ne profite qu'aux multinationales qui gagnent un pognon de dingue, comme dirait l'autre, sur notre dos. Alors restez bien avec nous pour la dernière raison, vous allez voir que certains vont être choqués, alors que d'autres trouveront ça juste logique. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. La raison numéro 5, c'est prendre le contrôle des flux migratoires. Alors j'imagine déjà que certains vont crier au loup en disant que je suis d'extrême droite, raciste, bref, tout le discours classique de l'ultralibéral qui cherche à discréditer un opposant. Alors que cette mesure n'est juste que du bon sens. Tous les pays ont des politiques de flux migratoires qui imposent des quotas en fonction des besoins et des capacités du pays. Par exemple, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et plein d'autres pays encore ont cette politique des quotas. Et ça semble juste logique pour réguler un pays. Or, l'article 67 du TFUE dit petit 1, l'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. Petit 2, elle assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures, qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Au fin du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. Donc en gros, la France ne décide plus rien du tout sur toute son immigration. Elle doit laisser ses frontières ouvertes et accueillir les immigrés que l'Europe lui impose. La France a toujours eu d'énormes liens avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, entre autres. Et donc nous avions une politique d'immigration beaucoup plus favorable avec tous ces pays qui en plus parlent le français. Maintenant, nous n'avons plus le choix. Nous ne pouvons plus favoriser un pays plus qu'un autre. Et nous sommes entièrement dépendants du bon vouloir des décisions des technocrates de Bruxelles. Pire encore, ils organisent le pillage des professionnels hautement éduqués de certains pays avec la Blue Card, qui n'est juste qu'un copier-coller de la Green Card américaine. Donc on prive certains pays en voie de développement de certains de leurs cerveaux et de leur jeunesse, laissant ces pays sans aucune évolution possible, ce qui rend évidemment beaucoup plus facile le contrôle de ces pays par des intérêts privés, pour bien sûr les piller de leurs richesses. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, nous aurons donc la deuxième partie. Et vous, que pensez-vous de la sortie de l'Europe ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.